Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, je vous propose un tuto de prise en main de la CNC, le fraisage, avec Fusion 360. Alors, cette vidéo est, on va dire, axée autour d'un projet relativement simple qui va être de créer un espèce de petit récipient plat à apéro pour les cacahuètes, les chips, tout ce que vous voulez, que l'on va faire en bois. Alors, ce tuto est vraiment destiné aux personnes qui se lancent dans cet univers de la CNC, qui par exemple viennent d'acheter leur première machine, des machines, on va dire, plutôt hobbyistes, grand public, exemple la TTC 450 Pro de TouchWiz que j'ai testé sur la chaîne il n'y a pas si longtemps, ou la Carvera R, enfin bref, tout ce genre de machines. Et donc on va voir comment on part d'une idée donc basique, ce petit récipient, ce plat, le modéliser dans Fusion 360. Je vous le dis par contre dès maintenant, je vais pas couvrir les bases de Fusion 360, j'ai fait un tuto déjà dessus, il y a plein de tutos sur YouTube qui vont expliquer la prise en main du logiciel, mais bref, modéliser rapidement ce petit récipient, mais en prenant en compte des contraintes, bien sûr, de la partie CNC, et ensuite, justement, faire toute la partie programmation, c'est-à-dire quelles étapes je vais faire les unes après les autres pour passer d'un bloc de matière, du bois dans le cas de ce petit projet, à un objet fini. Mais attention, ces étapes que l'on va voir, ça va définir des chemins que va devoir faire votre fraise, donc reproduire votre CNC, mais aussi en amont, comprendre comment on va créer la machine, cette machine de base qui va savoir comment ça marche, qu'est-ce qui va se passer dans Fusion 360, de quoi elle est constituée, mais aussi les fraises qui vont enlever la matière au fur et à mesure. Donc on va essayer vraiment de couvrir l'ensemble. Et je dis quand même maintenant un point qui est très important, je ne suis pas non plus l'expert en usinage et en préparation dans Fusion 360. Ce que je vous montre, ce sont vraiment des bases. C'est aussi mon approche qui peut être discutée, j'ai aucun souci là-dessus. Et d'ailleurs, comme très souvent quand on fabrique des choses, il y a plein de façons différentes d'arriver au même résultat. Donc n'hésitez pas, à partir de cette vidéo-là, d'expérimenter, bidouiller, changer un peu le design, tester telle ou telle chose. Voilà, votre expérimentation, c'est ce qui va vous aider à mieux maîtriser le processus. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos questions en description de la vidéo. J'essaierai au mieux de vous aider. J'espère que cette vidéo sera la première d'une longue série autour de ce monde fantastique de la CNC. Et puis, comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et puis, c'est parti pour le tuto. Avant de commencer, un petit point quand même important, je suis dans la version française de Fusion 360. Je ne suis pas habitué à cette version française, je travaille avec la version anglaise parce que le gros des ressources en fait autour du logiciel sont en anglais. Alors excusez-moi par avance si des fois j'ai des petites erreurs de vocabulaire où je cherche des choses parce que je suis pas habitué simplement au nom français. Voilà, donc c'était un petit point important. Maintenant, on va commencer le design de ce petit récipient. Pour ça, je vais faire une esquisse. Je me mets alors sur le plan horizontal. Et là, par contre, un point que je vous demanderai, un point d'attention, surtout quand on est débutant, de bien prendre en compte l'orientation où vous vous trouvez dans l'espace, car on va passer d'un monde virtuel à un monde réel, donc les positions, les échelles sont très importantes. Alors, j'ai ma position ici qui est mon 0. Je me déplace sur le côté et je vais faire la forme de base, qui est une forme de base carrée. Je vais partir sur un carré d'environ 120 mm environ de 120 par 120 mm, 12 cm. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ma matière première, que j'ai, mes morceaux de bois, j'ai d'une largeur de 13 ou 14 cm. Donc, je vais faire mon objet dans cet élément en bois de 14 cm par, en gros, 14 cm par 2 cm d'épaisseur. Il faut que votre design rentre dedans en vous laissant éventuellement de la marge. D'ailleurs, dans le cas du projet, laissez-vous une marge de chaque côté, car on va en fait découper l'objet donc dans ce morceau de bois plus grand que l'objet. Donc c'est pour ça que je reste à 120 par 120, ce qui va me laisser 1 cm de marge de chaque côté. Donc voilà, forme relativement basique, je termine mon esquisse, je mets sur le côté et je vais l'extruder. Donc vous vous rappelez, mon morceau de bois fait 2 cm d'épaisseur, 20 mm. C'est pareil, pour des raisons de tuto, je ne vais pas être juste vraiment à la limite de mon morceau de bois. Je vais mettre un petit peu en dessous, je vais extruder de 18 mm sur la hauteur. Donc je me retrouve maintenant avec directement mon bloc. Et surtout, je vous disais tout à l'heure, il y a quelques instants, pensez à la position, l'orientation. Gardez toujours en tête qu'on a le haut ici et que vous avez l'avant qui est là. Donc essayez de vous mettre
c'est juste pour vous aider, hein, vraiment, comme vous seriez au-dessus finalement de votre bloc de bois avant d'usiner avec votre machine, avec notamment sa position de départ et tout ce qui va à côté. Donc vraiment, gardez ça en tête. Maintenant, je vais faire un creux dedans, donc mon côté récipient. Je vais recréer directement sur le dessus une esquisse, donc en vue de dessus, et je vais créer un décalage. Le décalage, je sélectionne le contour, et je vais faire un décalage à peu près de 5 mm en négatif. Donc 1,5 cm, ce qui est assez épais, c'est du bois, faut pas oublier que c'est quand même assez résistant. À vous de voir par rapport aux dimensions, vous voulez un rebord plus épais, moins épais, à vous de voir. Donc moins 5 mm. Je sélectionne donc, vous voyez la partie ici, donc intérieure de mon esquisse. J'appuie sur E pour faire une extrusion négative et je vais descendre. Vous vous rappelez, j'avais fait donc mon épaisseur ici donc de à peu près donc 18 mm. Voilà, je vais rester à 15 mm, ce qui laisse 3 mm d'épaisseur, peut-être pas très épais, allez, je vais te mettre 14. À vous de voir, bien évidemment, par rapport à votre design, vraiment l'ensemble. Alors là, j'ai une boîte qui est relativement basique, je vais arrondir un petit peu l'ensemble, je vais rajouter ici des congés, directement au niveau de chaque arête, les intérieurs et les extérieurs de mon design. Donc n'hésitez pas à tourner pour mieux les voir et mieux les sélectionner. Et là, c'est pareil, je vais faire directement hop, un rayon de ouais, à peu près 10 mm. Je valide. Je vais rajouter, et là par contre, écoutez-moi, ça va être vraiment important au niveau du design, je vais rajouter ici donc un congé avec un rayon un peu plus important, donc j'ai rajouté en fait 13 ou 14 mm pour arriver à la taille maximum au niveau de la hauteur. Je veux, dans le cas de ce tuto, enfin moi je vous conseille vivement, c'est d'avoir un congé qui fait vraiment un arrondi pour pas avoir des zones d'extrusion vraiment verticale pour se simplifier, on va dire, la tâche, tout simplement. Donc voilà, un rayon, à vous de tâtonner. S'il y a un petit décalage d'1 millimètre sur l'eau, franchement, c'est pas très grave. Et maintenant, je vais rajouter directement, voilà, encore un petit arrondi, à peu près, allez, de 1 à 2 mm. Allez, 2 mm sur le contour. Donc voilà, ma forme maintenant est terminée. Alors, si vous galérez un tout petit peu avec cette forme-là pour la créer, j'ai mis en lien, en description de la vidéo, en fait, les liens de téléchargement pour, en fait, les objets, le projet. Comme ça, s'il y a une galère, vous pouvez très bien démarrer au bon moment. Et surtout, comme tout à l'heure je vous le disais, n'oubliez pas, j'insiste vraiment lourdement, vos repères, on est bien sur l'avant, on est sur le haut, et vous voyez l'origine qui est ici masqué donc de ma scène, et à peu près, dans mon cas présent exactement, on va dire, au niveau 0. Ce que je veux vous dire, c'est que évitez de faire des choses très très loin ou quoi que ce soit, voilà, c'est toujours un petit peu mieux. Avant d'attaquer la suite, petit rappel, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet. Dans mon cas présent, j'ai la version, on va dire, gratuite de Fusion 360. Donc je fais simplement un fichier exporté. J'exporte localement mon modèle. Donc comme ça, j'ai pas de contrainte du nombre de documents maximum. Bref, ça c'est une petite parenthèse. Et donc, on va attaquer le petit point un petit peu ennuyeux, vraiment, de cette formation, mais qui est ô combien important. C'est de configurer votre routeur, votre CNC, directement dans Fusion 360. Pourquoi c'est important? Parce que votre CNC peut travailler de façon différente. Je vous donne un exemple. Moi, la Carvera R, j'ai le routeur, donc ce qui va permettre d'entraîner donc la fraise en dessous, se déplace le long d'un axe horizontal et va monter et descendre. Par contre, le plateau, lui, va avancer, va reculer. À l'opposé, la TTC 450 Pro, que j'utilisais donc pour ce projet, le plateau, lui, est fixe. Par contre, c'est tout l'ensemble sur le dessus qui se déplace, c'est-à-dire sur la profondeur, horizontalement et sur la hauteur. Donc vous voyez, j'ai deux machines différentes, mais deux modes de fonctionnement qui sont différents. Et ça, si Fusion 360 n'est pas au courant de comment ça marche, il ne peut pas savoir comment envoyer les bonnes instructions pour la machine par la suite. Donc c'est pour ça que on va devoir configurer ces machines. Alors pour ce faire, je passe de l'univers de conception de Fusion 360 à la partie fabrication, et là vous voyez l'interface a changé, des outils qui sont différents, etc. Bref, on va voir ça au fur et à mesure. Et donc,
Première étape, dans la section que vous avez ici qui s'appelle Gérer, alors il y a les raccourcis directement au niveau donc des icônes sur le dessus, mais je passe par le menu, vous allez voir qu'on peut donc gérer notamment cette bibliothèque de machines, parce qu'on peut avoir plusieurs machines, c'est mon cas, j'ai donc 2 machines. Vous allez voir aussi par la suite les post-processeurs et aussi la bibliothèque d'outils, les fresques que vous allez utiliser donc pour vos différents projets. Et donc je commence par la bibliothèque de machines. Et là, vous vous retrouvez, dans mon cas à moi en tout cas, avec mes machines qui sont sélectionnées, avec les machines cloud, locales et liées. Et je me retrouve avec 3 machines différentes, la Carvera 3 axes, la 4 axes et donc la TTC 450 Pro. Donc c'est des machines que j'ai configurées. Vous, il y a de fortes chances pour que vous soyez dans un environnement vide à cet endroit-là. Donc comment on fait pour rajouter une machine? Alors, c'est relativement simple, on va dire, au début. Soit vous importez la machine directement dans Fusion 360, donc là vous allez télécharger le fichier de configuration proposé par la communauté, proposé par le fabricant. Moi dans le cas de Carvera, il proposait directement les fichiers de configuration de la machine. Moi dans le cas de la 450 Pro, je vais vous proposer, vous le trouvez en lien en description de la vidéo, donc le fichier de configuration avec les fichiers donc de ces tutos, comme ça si vous avez la même machine, vous pourrez travailler dessus, ou alors si vous avez une machine qui est quasiment similaire, juste la taille qui est différente par exemple, peut-être modifier ce fichier-là. Voilà, donc là-dessus, on va voir. Ou l'autre solution, on va créer une nouvelle machine. Alors, je vais vous montrer la base, et après, je vais vous montrer plutôt au niveau des fichiers existants, ce sera quand même plus parlant. Donc, je clique sur ce petit plus, et là, je vais choisir une machine plutôt de fraisage. Je clique dessus, et là, on se retrouve avec un élément tout vide. Général, le nom, 3 axes, des fonctionnalités, des cinématiques, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, c'est pas forcément évident. Moi, ce que je vous conseille pour commencer, éventuellement, c'est de regarder la bibliothèque de Fusion 360. Et là, vous pouvez choisir dans les filtres, je veux que des machines de fraisage, ça va m'enlever les machines qui ne correspondent pas du fraisage, et là vous avez directement pas mal de machines proposées, alors souvent des machines industrielles, pas forcément grand public. Si par exemple je descends, moi en TouchWiz, j'ai rien du tout. Si je regarde Makera, donc l'autre machine, j'ai a priori rien du tout, des machines que je connais pas du tout, pas forcément évident. Mais des fois, ce qui peut vous aider, justement, c'est que Fusion 360 propose ici directement des machines génériques 3 axes, alors c'est en anglais, avec différentes configurations proposées. Alors dans le cas présent à moi, vous avez ici l'Autodesk Generic 3 Axis Router, donc là ce sont les machines avec la machine à donc les axes X, Y, Z au niveau de la tête. En fait, j'ai commencé à faire cette TTC 450 en prenant cette configuration-là. Donc, vous pouvez très bien la choisir, mais alors attention, là, c'est juste une bibliothèque. Si vous voulez la rajouter pour votre usage à vous, là, c'est un petit peu le truc un peu tordu, je trouve, de Fusion 360, donc que ça soit ajouté à ma librairie, il faut faire un clic glisser et hop, la mettre par exemple en local. Je clique dessus. Voilà, c'est en train de la mettre. À vous de la choisir où vous voulez dans vos emplacements, on va dire, locaux. Donc moi, CNC, hop, j'enregistre. Voilà. Et donc si maintenant, je vais dans local, vous voyez qu'ici, je me retrouve avec l'Autodesk Generic 3D Router. Là maintenant, je n'ai plus qu'à éditer comme tout à l'heure, le petit crayon ou clic droit, éditer. Voilà. Là, je peux l'appeler donc TouchWiz formation. Voilà. Là, dire c'est la 450 plus, peu importe, hein, voilà. Pas besoin de description. Et là, vous pouvez très bien rajouter un petit icône de machine en allant chercher sur votre disque dur. Les fonctionnalités, comme tout à l'heure, je le disais, moi, elle fait du fraisage. Éventuellement, si vous avez l'option, j'ai du laser, en ce qui peut vous être utile. Moi, je l'ai décoché dans le cas de ma 450. Est-ce que vous avez un système de changement automatique d'outils? Non, j'en ai pas. Prendre en charge le préchargement de l'outil? Non, parce que ça ne me concerne pas. Et je n'ai qu'un seul outil, en gros, j'ai qu'une fraise là-dessus. Mais il y a des machines, la Carvera, tout court, pas la R, permet d'avoir différents outils comme ça là-dessus. Vous pouvez mettre des configurations que vous avez peut-être fournies par le fabricant. Moi, je sais que la mienne peut aller à 1200 mm par minute pour les déplacements là-dessus. Cinématique, c'est là où ça va peut-être se complexifier. Et on va le voir notamment avec l'exemple de la Carvera R, là, et donc par rapport à la TTC. Là,
vous avez la partie donc statique, c'est la machine en elle-même, avec dedans 3 axes, X, Y et Z, et là proposé par défaut la tête qui se trouve donc accrochée à ces axes que j'expliquais avant dans le cas de la 450. C'est-à-dire que j'ai l'axe X, donc horizontal, ensuite l'axe Y qui est sur la profondeur, et l'axe Z sur laquelle se trouve la tête. Et donc la tête se trouve directement dessus. Et en bas, j'ai la table qui est en statique. Si vous voulez changer quelque chose, inverser, vous pouvez faire du glisser-déposer. Vous voyez maintenant, c'est X, Z et Y. La tête, maintenant, est bloquée sur l'axe horizontal. Donc vous imaginez que c'est l'axe horizontal qui se déplace ensuite selon Z. Pas forcément le plus intelligent. Mais n'hésitez pas, comme ça, en faisant du clic-glisser, à déplacer les choses. Donc on va voir, la Carvera, c'est vraiment différent. Et vous pouvez, pour chaque élément, par exemple la tête, la renommer, dire par exemple que la vitesse maximum de votre routeur, pour moi, c'est 12 000 tours par minute, vitesse minimum, description, etc., etc. Ou alors, si par exemple, votre tête, vous avez un système de lubrification ou un système de soufflerie d'air assist. Donc là, ici, c'est l'air assist qui est activé. Sur la Carvera, je l'ai pas sur la TTC 450, donc je peux le désactiver. Donc voilà la table et pas mal de choses. Alors sans rentrer dedans, vous avez aussi en dessous, par exemple, des paramètres de collision entre la table, entre le bruit, voilà. Donc ça, je rentre pas dedans, je laisse les paramètres par défaut. Ensuite vient un autre point un petit peu compliqué, c'est le dernier, je vous promets, c'est le post-processeur. Le post-processeur, c'est quoi? C'est en fait la petite moulinette qui va convertir les instructions de Fusion 360, donc du déplacement de votre tête, la vitesse et tout ce qui va à côté, la plonge et ce genre de choses, en instructions que va comprendre votre CNC. Ces instructions, c'est du G-code. Du G-code, c'est des instructions pour dire tu te déplaces de tel point à tel point, telle vitesse, tu montes, tu descends. C'est un format qui est en clair, c'est un standard dans l'industrie, mais chaque fabricant, des fois, propose ses propres standards. Il y en a qui vont commenter les lignes autrement, ou par exemple, le changement d'outil, c'est une autre instruction, etc., etc. Et donc, il faut ces petites moulinettes, ces post-processeurs, qui vont convertir, voilà, dans le bon format. Dans le cas de la TTC 450, ça utilise le post-processeur GRBL, en fait, qui est basé sur le micro-logiciel de la machine, GRBL, qui est un standard un peu open source. Toutes les machines, en général, low cost, c'est ce que ça utilise. Donc là, j'ai le post-processeur qui est déjà donc sélectionné. Ah ouais, mais Thomas, moi, j'ai rien, je sais pas qu'est-ce que je dois faire et tout. Pour ce faire, c'est simple. On clique sur, donc, sélectionner le post-processeur. Et là, vous avez, alors, vous allez peut-être arriver dans le local avec quelque chose de vide. Moi, ce sont mes post-processeurs pour mes machines. GRBL, CNC Master et Makera. Mais Thomas, moi, je ne sais pas à quoi prendre, je ne sais pas où je trouve ce GRBL. Alors, vous pouvez déjà éventuellement l'importer dans vos dossiers locaux, parce que moi, dans le cas de la Makera, c'était proposé par le fabricant directement. Ou alors, je vais dans la bibliothèque de Fusion 360 et je vais choisir déjà que ce qui concerne du fraisage, le reste, pas besoin. Et je vais chercher éventuellement la marque de ma machine. Alors souvent, c'est des machines industrielles, pas vraiment grand public. Donc, je vais chercher, moi, GRBL. Hop, il se trouve ici. GRBL, je prends le premier. Attention, si vous n'avez pas sélectionné dans les filtres que fraisage, vous avez tout laissé, peut-être que vous aurez aussi la version laser. Donc prenez bien la version GRBL nature. Et là, je peux la sélectionner pour la machine ou alors carrément faire un clic glissé et l'amener directement dans Local ou Cloud pour enregistrer ce post-processeur dans votre propre installation. Donc moi, c'est ce que j'ai fait avant. J'ai fait un clic glissé dans Local. C'est pour ça que là, j'ai fait sélectionner. Ça va me l'importer, etc. et tout. Et maintenant, voilà, dans local, j'ai, alors dans mon cas, je l'avais déjà avant, le processeur GRBL. Attention, si vous l'avez déjà, il va vous demander si vous voulez le copier, enfin l'écraser, etc. Donc maintenant, j'ai bien mon GRBL qui est présent, je l'ai sélectionné, donc dans la liste, et maintenant je le sélectionne comme étant le post-processeur pour ma machine. Donc vous voyez maintenant, j'ai bien GRBL qui est sélectionné. Vous pouvez aussi définir votre dossier d'exportation de vos fichiers G-code sur votre disque dur directement maintenant, comme ça chaque fois ça va exporter dans le même dossier, ce qui est assez pratique là-dessus. Alors après il y a des paramètres supplémentaires, des modèles, je vous conseille de rester directement là-dessus. Alors moi je vais juste enlever le modèle générique de routeur XYZ que vous avez ici V1 parce que ça va mettre une machine en 3D dans votre espace de travail. C'est peut-être joli à voir mais pour moi c'est pas pratique. Donc
Voilà, hop, je peux l'enlever et je fais OK. Et donc ma machine TouchWiz formation 450+ est créée avec le processeur GRBL. Je vous montre juste très rapidement, parce que c'est un petit peu pas marrant ce genre de choses, la configuration de la 450 Pro. Vous allez voir, c'est exactement pareil. La TouchWiz, le nom, l'icône, fonctionnalité, comme tout à l'heure je vous le disais, laser, je l'ai laissé si vous avez le module laser. J'ai qu'un seul outil, la vitesse, axe synchronisé, cinématique, on l'a vu tout à l'heure, la machine, la tête, donc plutôt même on l'appelait le routeur. Voilà. Là-dessus, vitesse minimum, maximum, la table en dessous, post-traitement GRBL. Moi, j'ai mon sorti, effectivement, de fichiers sur Dropbox qui se trouve ici. Aucun paramètre supplémentaire. C'est OK. Ma machine, voilà, est prête à l'emploi. Alors, très rapidement, je vais vous montrer au niveau de la Carvera Air, hein, comment sont configurés, comment configure la machine. J'édite directement la machine. Donc là, il y a une information assez globale. Je voulais juste vous montrer qu'au niveau donc, des fonctions, donc tout ce qui est cinématique, vous voyez, le mode est différent. On a la tête raccrochée sur le Z, la table en décalé et tout. Le post-traitement, on est bien sur un post-processeur qui est différent, celui donc de Macera, donc pour la Carvera. Mais si je vous montre aussi la version 4 axes, vous voyez ici, qui est configurée donc autrement. Au côté de la cinématique, vous voyez ici, on a un axe en fait complémentaire donc de rotation qui s'appelle A, c'est quand même souvent le nom que j'ai vu assez partout, avec on va dire la table en dessous. Donc ça par contre c'est moins mon domaine, mais pour vous dire que voilà, chaque machine est différente, donc attention en fonction de la machine que vous allez rajouter, de bien mettre les bonnes cinématiques, donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès du fabricant ou auprès de la communauté de la machine, qu'est-ce qu'ils ont mis là-dessus. Ouf! Je suis d'accord avec vous, c'est pas le plus fun, mais c'est vraiment important. Donc maintenant que ma bibliothèque de machines est faite, et je peux attaquer les choses. Alors, pour ce faire, je vais, vous voyez ici, j'ai mon modèle 3D. Enfin, on va attaquer des choses quand même plus sympathiques. Mais il va falloir faire ce qu'on appelle une configuration, un setup ou en français, un posage. Je ne sais pas d'où vient la traduction, j'ai du mal à la comprendre, mais elle est comme ça. Je vais donc mettre en place donc, les éléments fondamentaux. C'est-à-dire, vous voyez ici le petit menu, je fais un nouveau posage, ou l'icône qui se trouve ici, hop là. Et là, vous avez sur le côté latéral certaines options. Le posage est aussi quelque chose d'assez important au niveau de votre process. Ça va définir qu'est-ce que vous avez comme matière première, les matériaux que vous allez donc usiner, vous allez fraiser, quelle est sa taille, et l'objet que vous allez donc faire apparaître par fabrication soustractive au sein de ce bloc de matière première, où il se trouve. Donc c'est pour ça que c'est vraiment super important. Et là, donc vous voyez dans le posage, la première chose à faire, c'est de choisir quelle machine vous allez utiliser. Bah oui, c'est pour ça qu'on l'a fait justement avant. Je sélectionne ma machine, je vais prendre ma 450 Pro, parce que voilà, je sais que c'est la bonne. Je la sélectionne, et voilà, maintenant, elle est listée. Donc Fusion 360, maintenant, c'est comment la machine physique va se comporter lorsqu'on va exporter les fichiers. Et en plus, elle a déjà le post-processeur qui est mis en place. Donc déjà, un élément en moins. Et là, vous avez donc des espèces de petits pavés qui apparaissent par-dessus, qui correspondent à une représentation de la matière première dans laquelle on va aller donc fraiser. Alors, ce bloc-là, vous remarquez aussi, il a différents petits points qui apparaissent. Ces petits points, ça permet de définir quel est le point de départ de l'usinage et donc où se trouve le début de votre objet. Alors, ce point-là est super important. Vous pouvez me définir par exemple en haut au milieu, à droite, à gauche, mais ça veut dire que, vous voyez, ici, j'ai le 0,0 de mon univers. Mon objet est basé dessus, et donc ça va indiquer, si je mets ce point de départ, le point de départ de ma fraise par rapport à la matière première, le point relatif de cette fraise par rapport à ce bloc de matière qu'on va usiner. C'est vraiment super important, car vous ne pouvez pas mettre ça un peu n'importe où, malheureusement, il faut faire une correspondance entre l'objet virtuel que vous avez dans Fusion 360 avec les chemins qui vont être faits par la suite, et donc ce monde réel au sein de la machine, votre bloc de matière. Donc, je vais revenir un peu par la suite, mais justement, je vais définir ce bloc de matière. Je vais revenir à ce point-là. Donc, vous avez dans le deuxième onglet le brut. Bon, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle un brut. Pour moi, c'est la matière première. Et donc, c'est voilà ce bloc, pour moi, du pain. Ça va être du pain, voilà, du bois, du pain assez classique. Comme tout à l'heure, je vous le disais, mon morceau fait 14 par 14 cm par 2 cm de hauteur. Et donc, le bloc, par défaut, on peut choisir différentes options. Par exemple, depuis le solide, je le prends, je fais OK, voilà, et directement... Ah, il me dit, je n'ai pas sélectionné de solide. Bah oui, il fallait que je sélectionne le modèle. Et vous voyez, il m'a automatiquement
je fais OK, fais un bloc de matière qui correspond vraiment à mon objet 3D. Alors moi c'est pas ce que je veux, tout à l'heure je disais je veux laisser de la marge de manœuvre autour, je peux, comment je reviens en arrière? Vous avez ici donc dans les posages, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce terme français, vous avez ici donc l'opération donc de configuration qui est là, on peut double-cliquer sur le petit dossier pour rééditer les choses, donc je reviens dans le brut, et moi ce que je voudrais c'est une boîte à taille fixe. Donc n'hésitez pas à voir les différents autres éléments si vous le voulez. Et donc cette boîte, voilà, pour moi elle fait 140 mm par 140 mm par 20 de hauteur. Et le point qui est important, vous voyez donc ici tout est défini, et vous avez aussi la position de votre modèle 3D par rapport justement à ce bloc de matière première que vous avez. Par défaut, pour l'axe X, il est au centre. Pour l'axe Y, il est au centre. Par contre, pour la hauteur, vous voyez, il est aussi au centre. Moi, je voudrais, c'est pas au centre, je voudrais le décaler par rapport au dessous. Et donc, je voudrais le décaler par rapport au dessous à 0 mm. Vous voyez, vous voyez, ici, hop, voilà, j'ai mis la valeur. Et donc, mon objet n'est plus au centre, mais il est décalé. Ou alors, je voudrais le décaler, par exemple, de 1 mm. Voilà, et vous voyez, mon objet ne bouge pas en fait, au final, il est toujours dans l'univers de Fusion 360, mais par rapport au bloc de matière, vous voyez, comme ça, il s'est décalé d'1 millimètre. Moi, je veux vraiment l'avoir au zéro, de façon quand je vais découper l'ensemble du modèle, je n'ai pas un reste de bois qui se trouve en dessous. Donc, à partir de là, j'ai défini donc mon objet par rapport à ce bloc de matière première, voilà, là-dessus, et je reviens de l'autre côté, donc, au niveau de ce point sur le brut, vous voyez, qui est ici, qui attend. C'est-à-dire, quand je vais commencer mon opération de fraisage, où va se trouver le zéro, on va dire, de ma fraise pour faire l'objet. Dans le cas présent, dans beaucoup de cas, en fait, même pas présent, excusez-moi, dans beaucoup de cas, souvent on va le mettre le point de démarrage sur un des coins comme ça du bloc de matière. Mais dans ce que je vais faire ici, je sais que j'ai de la marge de manœuvre autour, je vais le mettre au centre sur le dessus. Bah oui, le point de départ, il est au-dessus de la matière, je ne vais pas le mettre en dessous, sinon ma fraise va commencer à taper en dessous du modèle, forcément ça va pas marcher. Donc je le mets au-dessus, et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon bloc ici de pin, de bois sur lequel je vais travailler, je vais tracer les diagonales directement sur le côté, avec une petite croix au milieu, comme ça je vais savoir le milieu de mon bloc de bois se trouve ici, et donc quand j'ai placé ma fraise, je vais la mettre exactement au milieu, tout du moins sur le plan horizontal, pour définir le point de départ. Et donc Fusion 360 va savoir que par rapport au bloc, mon point de démarrage se trouve ici. Donc là, c'est vraiment important de considérer ces points de départ. Et bien sûr, en fonction des objets que vous allez faire, des points de départ, est-ce que vous faites des choses recto, verso, quoi que ce soit, il faudra peut-être définir à chaque fois ce point de départ autrement. Mais gardez-le en tête car le placement de votre fraise va être très important pour le point de départ. Donc à partir de là, voilà, moi je suis OK, je laisse comme ça et je suis bon. Donc vous voyez, c'était un petit peu long, mais maintenant j'ai configuré la machine, j'ai configuré le bloc de matière première et le placement de mon objet au niveau de la matière première. Maintenant, on va attaquer donc par la suite, dans l'étape suivante, les programmes justement d'usinage et on va aussi parler de la configuration encore, désolé, des fraises. Alors attaquons le cœur des choses, enfin, donc les opérations de fraisage au niveau de notre modèle. Alors, vous avez tout en haut, dans cet univers de fabrication, différentes opérations. Des opérations 2D, on va dire plates, à peu de choses près, et les opérations 3D, donc faire du volume. Et vous allez voir que, alors dans le cas présent, on va faire que des choses qui sont, on va dire a priori en 3D, mais on va quand même faire de la 2D, vous allez voir. Le but, c'est de faire un truc vraiment relativement simple. Et donc, je clique sur 3D, vous vous rappelez ici, il y a toujours les petits icônes finalement des fonctions les plus courantes. Il y a pas mal d'opérations faisable directement au niveau de ce fraisage. Et chaque opération a ses avantages, ses inconvénients. Surtout certaines sont faites pour dégrossir finalement des opérations, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs pour commencer, c'est-à-dire on va pas être précis, mais le but c'est d'enlever rapidement de la matière par rapport à d'autres opérations qui sont plutôt de finition, qui vont être là, qui vont prendre plus de temps, mais avoir un résultat beaucoup plus sympathique. Comme il y a des choses qui vont avoir des caractéristiques spécifiques, par exemple sur les contours, vous voyez
côté en spirale, voilà. Donc il y a pas mal de choses différentes là-dessus. Donc alors là, dans le but de cette vidéo, enfin le cadre de cette vidéo-là, pardon, je vais pas rentrer dans tous ces éléments-là. Je vous montre vraiment les processus nécessaires par rapport à la fabrication de ce petit objet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par évider des poches. Et oui, j'ai quoi ici? J'ai une grosse poche, finalement, que je voudrais évider pour se rapprocher le plus possible de ce côté, on va dire, arrondi sur les côtés et plat au fond. Donc, je vais prendre l'évidement de poche. Et là, vous retrouvez avec des paramètres sur le côté, avec un outil qu'il faut sélectionner, et oui, c'est important, et on va voir encore un truc pas très marrant dans quelques secondes, et en dessous, vous avez différents paramètres, justement, de propriété, la vitesse de votre broche, la vitesse d'avancée, etc., des outils derrière, si c'est multi-outils, la géométrie, les hauteurs, les passes et la liaison entre les différentes opérations. Ouf! Pas mal de choses. Alors, on va pas tout couvrir parce qu'on n'a pas besoin forcément de tout savoir. Je reviens juste au début. Et là, justement, de quoi on a besoin? C'est d'une fraise. Là, une fraise pour faire l'opération, pour dégrossir justement la forme de l'objet. Et pour ça, on va cliquer pour choisir une fraise. Je clique dessus, et là on arrive dans une bibliothèque de fraises. Alors moi j'ai déjà différentes choses en local, avec une bibliothèque notamment de Fusion 360. Alors par défaut, voilà, effacer autant les filtres de recherche. Moi, je prends du fraisage, mais surtout, vous avez ici outils de coupe, de création de perçage, de fraisage métrique ou pouce. Attention, certaines fraises sont en unités, en millimètres, voilà, et d'autres sont en pouces, en demi-quart de pouce, ce genre de choses. C'est un petit peu la galère. Donc, par exemple, vous pouvez prendre les outils de fraisage. Moi, j'active la bibliothèque dessus, autant en pouces que, on va dire, en métrique, parce que j'ai les deux, en fait, tout simplement. Et là, vous avez toute une liste, effectivement, de fraises différentes, prêts à l'emploi. Et là, tous les termes sont en anglais, ce qui n'est pas forcément évident. Par exemple, vous avez ici un diamètre de 4 mm en le bout, la partie basse, plate. Et oui, il y a pas mal de fraises différentes qui vont avoir des bouts arrondis, qui vont avoir des bouts plats, qui vont avoir donc des flûtes, c'est en gros l'encoche sur laquelle qui permettent de faire donc la découpe, qui vont être de une flûte, deux flûtes, trois flûtes, et plusieurs flûtes, etc. D'autres pour le chanfrein, d'autres en V. Donc il y a pas mal de fraises différentes. Alors je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là parce que j'ai encore beaucoup à apprendre dessus, mais je vais revenir sur justement comment on crée ses propres flûtes, ses propres fraises, je vais y arriver, pour vos propres besoins. Là, je reviens, moi, très rapidement. J'ai ici, moi, dans mes projets locaux, des outils à moi, donc différentes fraises. Vous voyez, notamment, pour la Carvera R, j'ai un côté perso, et j'utilise, en fait, les mêmes fraises entre la Carvera R et la TTC 450, ce qui est quand même, pour moi, un avantage. Mais bref, je vous montre des exemples. Par exemple, ici, j'en prends une un petit peu au hasard, par exemple, moi, pas au hasard, que j'aime bien, par exemple, j'ai là, celle-là, voilà, là, donc 3,175 mm, 25 mm, flûte N1000, qui est pas forcément compréhensible comme ça dessus. Donc, quand vous voulez éditer, j'ai parlé de la création juste après, clic droit, comme à chaque fois, je modifie l'outil, et là on arrive dans des onglets de configuration, un peu comme les machines et tout avant, c'est un peu le même truc, mais c'est vraiment une bibliothèque, et c'est important de vous la faire vraiment au fur et à mesure. Vous mettez une description, et là, l'élément le plus important que vous avez vraiment besoin de configurer, c'est cette partie, le coupant, en fait, cette partie qui va donc travailler sur votre modèle. Là, ici, on a le type, fraises de taille, fraises toriques, tonneaux, lentilles, ogives, etc. Je connais même pas les termes français, je les découvre en fait en même temps que la vidéo à tarauder. Toriques, tonneaux, lentilles, voilà. C'est les différents types d'embouts que vous allez avoir et de types de fraises que vous allez avoir dessus. Donc là, c'est une fraise de taille, je pense entre la partie haute et la partie basse. L'unité des millimètres. Broche dans le sens horaire de la découpe, et oui, il y a des fraises qui vont dans l'autre sens, donc attention à ça. Le nombre de dents sur ma flûte, je n'ai qu'une seule flûte qui fait tout le tour. Si vous en avez plusieurs, à vous de définir, par exemple, si c'est une 2 flûtes. Vous avez le revêtement, ça je pense c'est plutôt pour votre information, je pense pas que ça joue pour Fusion, si c'est de la carbure, du HSS, etc., titane, céramique. Voilà, vous avez la géométrie, donc par défaut, et là vous voyez ce qui est très intéressant, c'est que Fusion 360 vous indique directement avec des petites flèches à quoi ça correspond. Donc le diamètre,
c'est pas le diamètre du corps qui est sur l'ensemble, c'est vraiment le diamètre de la partie basse, donc vraiment l'ensemble donc de votre fraise qui va donc taper dans la matière, si on peut dire, qui va fraiser. Donc 375. Le diamètre du corps, c'est ce qui est au-dessus. Donc pour moi, cette flûte-là fait vraiment le même diamètre du début jusqu'à la fin. Donc là, au niveau de l'accroche, vous avez la longueur sous l'outil. C'est super important, ce truc-là. C'est donc cette longueur entre l'outil et donc le bout de votre fraise. Pourquoi c'est important? Parce que des fois, vous allez, par exemple, creuser en profondeur. Et si cette longueur-là est plus courte que la profondeur, forcément, vous allez avoir une collision entre le bas de votre routeur et donc la fraise et votre matière première. La fraise ne pourra pas aller plus loin que nécessaire. Donc c'est pour ça que cette longueur-là, elle est super importante à prendre en compte. Ensuite, vous avez donc la longueur d'épaulement en français. C'est donc la longueur vraiment sur laquelle ça peut, on va dire, s'enfoncer. Souvent, c'est la même largeur. Et là, sinon, vous avez la longueur de dent. C'est vraiment la partie efficace, si on peut dire, de la fraise qui va rentrer en compte. Donc là, par rapport à votre fraise, donc là, moi, j'en prends une que j'ai directement dans une boîte, là, ici, donc sous la main. Donc cette fraise-là, elle est relativement petite, hein, c'est plutôt une fraise de précision. Alors, vous le verrez, donc voilà, en gros plan, j'ai le corps qui est large, et hop, elle s'affine, c'est-à-dire que là, au niveau de cette fraise, j'ai un corps large, j'ai ici, au niveau de l'épaulement, donc une longueur qui est un peu plus petite, la longueur des dents est encore plus faible, et ça, vous l'avez pas forcément vu au niveau de ma main, mais sur la fraise, j'ai cette grande chance, c'est que j'ai des informations qui sont déjà indiquées. Par exemple, je vois que c'est une single flûte, donc une seule flûte, avec notamment un diamètre tout en bas de 2 mm, et la partie, donc la longueur de dent, fait 12 mm. Donc c'est quand même un élément le plus important. Et c'est pour ça que vous allez avoir besoin d'outils super importants pour vos différents projets, un pied à coulisses, et un réglé, et ouais, pour mesurer soit vos matériaux, on va dire, à fraiser, mais aussi votre pied à coulisses pour différentes mesures, notamment au niveau de vos fraises. Au niveau de vos fraises, pardon. Pourquoi? Parce que quand vous achetez notamment des fraises comme moi, j'ai fait l'erreur, entre guillemets, de prendre des fraises premier prix sur Amazon. Il y a des packs complets, etc., mais il n'y a aucune information sur le nombre de dents, les hauteurs, les machins. Donc, il faut tout mesurer. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment super important. Ce qui veut dire que vous voulez faire une fraise, n'hésitez pas à dupliquer une fraise, ou alors, le petit plus, perso. Donc, voilà. Je vais choisir directement le type de fraise. Moi, je vais prendre, pour commencer, une fraise à bout sphérique, vraiment un arrondi au niveau donc de ma fraise. Voilà. Le coupant, alors c'est des millimètres, donc bout sphérique, broche sans horaire. Nombre de dents, je vais en avoir que 2 sur ma fraise. La matière, c'est la carbure, parce que voilà, je sais que c'est la carbure pour mes fraises. Et donc on va attaquer au niveau des diamètres. Là, le diamètre, je suis aussi sur une de 3, donc 175. Voilà, millimètres. Le diamètre du corps est aussi de 3,75. Et là, en fait, j'ai fait une erreur. Ouais, en fait, c'est le corps qui fait 375. La pointe que j'ai en bas sur ma fraise fait 2 mm. Et ouais, elle descend un tout petit peu comme ça en pointe. Et donc dedans, j'ai fait une erreur, j'en ai que 2, excusez-moi, hop là, 75. La longueur totale, 36 mm, je l'ai mesurée au préalable. Longueur sous l'outil, 24 mm, je vais laisser celle par défaut. Alors là, je vous dis, excusez-moi, je fais une espèce de fraise virtuelle à l'heure actuelle. Hein. Longueur sous épaulement, pour moi, en fait, elle fait 22 mm. Et la hauteur dedans, ici, fait aussi 22 mm, c'est-à-dire que toute la partie, voilà, va faire donc la forme de découpe, on va dire. Le corps d'outils, le porte-outils donné, etc. Donc porte-outils, pas besoin. Données de coupe, ça peut être utile. C'est-à-dire, vous voyez sur le côté de mon écran, j'ai les paramètres d'avancée et donc de profondeur et tout. Quand vous savez quelles sont les performances de votre fraise, ça peut être utile. Je mets 8000. Et vous remarquez, certaines opérations sont faites mathématiquement, directement par Fusion 360, ce qui est assez pratique. L'avancée dans la coupe, c'est une fois que on a plongé dedans, à quelle vitesse ça va avancer. La vitesse d'entrée, de sortie, de transition. Alors ça, effectivement, vous pouvez prendre les valeurs par défaut. Soyez un peu plus
protecteur, n'allez pas trop vite pour commencer, honnêtement. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident. Donc n'hésitez pas à vous renseigner par rapport à vos fraises, par rapport à la puissance de votre machine, parce que ça va mettre 8000 tours par minute si, par exemple, votre routeur ne fait que 4000 tours par minute, par exemple. Ça sert aussi d'avancer très très vite si, notamment, votre fraise ne correspond pas, elle n'est pas capable d'évacuer les copeaux, par exemple, assez rapidement, ou alors si vos moteurs sont pas assez performants ou votre matière première ne s'y prête pas. Donc là, on rentre dans les choses plus ou moins compliquées. Et donc, j'accepte là-dessus, et donc j'ai ma fraise à bout sphérique qui a été donc configurée avec l'embout de 2 mm. Voilà, encore, c'est fait. Maintenant, je vais vous dire un truc, n'hésitez pas, quand vous avez déjà des fraises déjà proposées, à dupliquer directement ici l'outil que vous avez et modifier la copie pour éviter de tout refaire à chaque fois. Ça prend un petit peu de temps, mais vous allez voir, moi dans mon cas présent, cette fraise que je montrais juste avant, donc de... non, excusez-moi. Voilà, celle-là. Donc de diamètre de 3,175 avec donc 25 à bout plat. C'est une fraise que j'utilise énormément. Elle est proposée avec la Carvera R. Voilà, je sais qu'il y a des fraises plus ou moins utiles. Là, la bibliothèque pour moi est assez importante parce que j'ai eu celle de la Carvera R qui est proposée avec pas mal de fraises prêtes à l'emploi. J'en ai dupliqué depuis, etc. Donc voilà, mais faire votre catalogue, c'est super utile parce que comme ça, en fonction de vos besoins, vous irez très très vite. C'est perdre du temps pour en gagner par la suite. Donc je reviens sur... donc cette fraise que je viens de créer à bout sphérique, je la sélectionne, et là, vous voyez ici, ma configuration a été proposée, donc prête à l'emploi. Je n'ai plus à m'en occuper une fois que c'est fait. Le lubrifiant, pas besoin de le mettre, je m'en fiche. Et donc, multisaxe, j'en ai pas. Et maintenant, je vais attaquer le côté géométrie. Alors, la géométrie, ça permet de dire à Fusion 360 qu'est-ce que je vais fraiser, qu'est-ce que je vais usiner. Et donc là, la première section qui est importante, c'est la géométrie. Qu'est-ce qui ma limite d'usinage? Si je fais juste OK par défaut, je fais OK. Voilà, il me dit attention, recouvrement manuel, je vais en parler par la suite. Bon, je fais OK pour les avertissements. Et voilà, je me retrouve ici avec un gros tas de bazar. Si vous voyez, je vois de près, j'ai plein de lignes bleues. Ce sont en fait tous les chemins que j'ai fait au niveau donc de l'opération, au niveau du modèle. Donc le bleu, c'est vraiment ce qui est en contact de la matière première. En jaune, c'est les déplacements. En rouge, c'est les petites descentes. Bref, c'est un gros bazar. Et en plus, vous avez vu, j'ai fait un warning. Donc on peut vite faire des erreurs. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Et donc, je reviens dans l'onglet géométrie. Et là, les limites d'usinage, je peux choisir. Par défaut, ça prend tout. Voilà, la diminution de l'objet 3D. Ou alors, je peux faire une sélection. Ma sélection, je peux faire des sélections de face, d'arête, moi j'aime bien les arêtes, et dire je vais prendre, vous voyez l'arête ici de contour extérieur. Et donc ça va prendre tout ce qui se trouve à l'intérieur de mon modèle, voilà, là-dessus. Vous voyez, outils d'ailleurs au passage, centrage, limite, on peut comme ça choisir différentes options, donc n'hésitez pas à fouiller par rapport à vos sélections, mais bref, je prends mon contour comme ça extérieur, donc là déjà je sais que je vais prendre que ce qui se trouve à l'intérieur, ça va pas essayer d'enlever de la matière à l'extérieur de mon objet. Vous vous rappelez, j'ai de la matière tout autour, bien évidemment. Usinage de la matière restante, voilà, c'est différentes options, est-ce que ça va aller plus ou moins dans les creux? N'hésitez pas à survoler directement les options. Vous avez ces petites bulles d'aide qui sont quand même assez pratiques dans certains cas. Alors, c'est pas toujours très explicite, mais ça peut quand même vous aider à mieux comprendre les choses. Donc bref, je reste sur la géométrie, je prends le contour et tout ce qui se trouve à l'intérieur. Je vais ensuite aller au niveau des hauteurs. Pareil, des choses qui sont relativement importantes. Vous voyez ici, on a la hauteur maximum, 19,5, la hauteur du haut, 0,5 mm par rapport à l'objet. Et vous avez le retrait. Le retrait, c'est quand ça va monter, votre fraise va monter, va descendre pour se déplacer, avec une zone de dégagement de 15 mm. C'est vraiment les zones de protection. Alors, le dégagement, c'est vraiment la zone maximum, notamment quand la machine va se déplacer. Alors moi, j'ai tendance à descendre un tout petit peu quand c'est des choses vraiment plates, il n'y a pas de surprise. Voilà, je vais à 5 et 3 mm. On gagne un petit peu de temps, parce que la montée est assez lente en général, à vous de voir. Et je reste, voilà, la hauteur du dessus, du dessous, je la laisse telle qu'elle. En fait, je vais me laisser même à 0 sur le dessous du modèle. Voilà, pour vraiment être exactement en dessous de mon objet. Alors je ne vous cache pas que dans le cas présent, je ne vais pas le travailler à l'extérieur, c'est pas vraiment très utile. Mais ces zones de dégagement sont quand même relativement, on va dire, importantes. Et vous avez enfin le point qui est plutôt un des éléments les plus importants pour moi, c'est l'onglet de passe. Et là, vous avez ici différentes options liées justement à combien de passes je vais faire pour dégrossir au niveau du modèle. Alors, vous avez ici donc
le recouvrement manuel, c'était le petit warning tout à l'heure, vous avez, j'ai une fraise qui est arrondie sur le dessus, ce qui n'est pas forcément le plus logique pour ça. C'est important de dire, voilà, à chaque chemin que ça va faire, à quel point je recouvre avec ma fraise le chemin précédent. Parce que si je recouvre pas, ça va laisser de la matière entre les deux, des petites vagues qui vont apparaître. Donc là, la zone de recouvrement, ma fraise, je vous rappelais, fait 2 mm, l'arrondi fait 2 mm, mais le bout pas vraiment, eh ben je vais dire, tiens, fais-moi un recouvrement maximum de 1,2 mm, la valeur par défaut, elle est pour moi relativement bien, et le minimum c'est 0,12 mm. Voilà, donc ça, c'est quand même des choses qui sont relativement importantes. Et là, vous avez en dessous la profondeur de passe maximum au niveau de l'ébauche. C'est-à-dire, à chaque fois que ça va faire une passe, de combien ça va descendre. Bah ouais, parce que si je mets des hauteurs trop faibles, ça va prendre beaucoup de temps, puis pour pas grand-chose. Mais si je fais des zones trop, enfin des distances trop profondes à chaque étape, bah, ça va peut-être taper finalement sur mon moteur pas assez puissant, taper sur le bois, évacuer les copeaux, donc il y a un juste milieu à faire. Alors là, la descente est de 0,2 mm, ouais, c'est quand même un petit peu léger. Moi, je pense que je peux descendre à 2 mm pour du bois relativement, on va dire, léger, finalement, peu résistant, ça peut bien se faire. Donc vous voyez, j'ai changé quoi ? Donc le recouvrement maximum fait 1,2 mm et la profondeur de passe fait donc, de descente, à chaque fois descend de 2 mm. Je fais OK. Alors, la machine actuelle ne prend pas le lubrifiant sectionné pour l'opération. Voulez-vous ignorer l'avertissement? Non. En fait, j'ai un lubrifiant qui sert strictement à rien. Hop, je le désactive, je vais l'enlever tout à l'heure. Je fais OK. Et là, vous voyez ici, on se retrouve avec les différents chemins qui ont été faits. Donc vous voyez, on a un résultat, c'est un petit peu dur d'anticiper un petit peu tout ça là-dessus. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de recouvrement. Pour vous aider, on a dans les actions la simulation. C'est votre meilleur ami. La simulation permet de simuler les opérations. Alors, vous avez ici dans les options le brut, c'est-à-dire la matière que vous allez donc usiner. Et moi, ce que j'ai aussi, j'ai activé la régénération au rembobinage. Vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'on a moyen de jouer ici cette simulation des différentes opérations. Et là, vous voyez donc mon opération, voilà, ça va enlever de la matière première au fur et à mesure. Maintenant, ça descend de 2 mm, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, pour continuer. Et vous voyez, chaque fois, le recouvrement, c'est ce 1,2 mm de recouvrement qui est fait. Et donc, au fur et à mesure, ça descend et ça recouvre. Mais vous remarquez, ça fait quand même beaucoup de recouvrement. Vous voyez ici, j'ai quoi? J'ai une poche. Et vous voyez ce petit T2, enfin, oui, le T2 pour l'instant, c'est le temps, vous voyez ici, c'est du temps. Pour faire cette opération-là, Fusion 360 l'estime à 1h55 minutes. Donc quasiment 2 heures pour évider ce petit bout de bois pour faire du dégrossissement. Donc c'est pas forcément terrible. D'où l'importance de la simulation et du choix des outils. Bah ouais, en fait, mon outil, il est pas terrible. Je vous ai montré quelque chose pour étant une base, éventuellement de finition, on va y revenir par la suite. Mais pour dégrossir, bah, c'est pas ouf. Donc cette opération de poche, pour dégrossir des poches, je vais éditer l'outil qui est sélectionné. Donc voilà, le coupant, et je peux le changer à la main. Mais je dire, bah ouais, mais Thomas, c'est un peu débile, là, tu vas tout modifier. Non, je ne veux pas modifier l'outil, en fait. Je veux modifier cette opération. Et là, au niveau de l'outil, je vais en prendre un autre. C'est-à-dire que l'outil ici que j'avais choisi de 2 mm fraise, etc., bah, c'est pas un outil pour dégrossir. Franchement, c'est pas ouf. Donc, dans mes outils, comme tout à l'heure, je vous disais, bah, j'ai cette brosse donc de 375, 22 mm, etc., avec deux flûtes, excusez-moi, c'est celle-là, qui se trouve juste en dessous de 25 mm, je vous l'ai dite très rapidement, voilà, donc on est sur une fraise plate, avec, dans mon cas, moi, une seule dent, avec donc le diamètre en haut en bas, c'est exactement la même chose, la longueur totale 45, et avec 25 mm de zone de découpe. Bah ouais, cette fraise, l'avantage qu'elle va avoir, c'est que si je veux aller jusqu'au fond de mon bloc de pain, de bois, je peux aller jusqu'au bout. Vous vous rappelez tout à l'heure, je parlais de ces hauteurs qui étaient super importantes. Vous voyez, ma hauteur de pain fait 20 mm. Donc, quoi qu'il se passe, cette fraise-là peut aller jusqu'en bas s'il y en a besoin. Donc, elle peut être relativement importante. Donc, vous voyez, le choix des fraises va beaucoup jouer. Donc, je prends cette fraise-là, je l'accepte,
Donc je la sélectionne, excusez-moi, hop là-dessus, elle apparaît là. Et en plus, l'avantage de cette fraise, c'est que j'ai en plus des préconfigurations. Moi, je la choisis pour, alors c'est pour la Carvera R, hein, je choisis un bois, on va dire, plutôt peu dense et donc assez mou, on va dire. Je sais pas mou, je trouve pas le terme, là-dessus. Donc j'ai des configurations dessus, bref, peu importe. Et donc, je reviens ici, dégagement sur la même chose, mais au niveau des passes, bah là, effectivement, plus besoin de recouvrement manuel. Le recouvrement de la fraise suffit largement. Le recouvrement manuel, il est utile pour justement ces fraises qui sont en arrondi. Bah oui, parce que l'arrondi, il n'y a que la pointe qui est plus petite en fait qui va recouvrir. Donc on a besoin de le spécifier. Donc je repasse en mode automatique. La profondeur, je reste à 2 mm, ce qui est plutôt bien. Voilà. Il y a une surépaisseur. La surépaisseur, c'est laisser un peu de marge de manœuvre pour les futurs outils. C'est-à-dire que cet outil-là fait du brouillon, fait un peu le bourrin. On laisse un peu de marge de manœuvre au cas où il y aura un peu d'éclat ou ce genre de choses pour de la finition. Et sinon, il y a un truc qui est très très bien, c'est utiliser le lissage. Le lissage, je vous le montre ici en surimpression, ça va utiliser en fait une magouille au niveau du code de ce G-code pour arrondir avec des fonctions mathématiques les courbes. Donc ça fait un G-code qui est beaucoup plus léger. C'est moins un G-code qui est beaucoup plus moins dense, plus rapide pour la machine à calculer. Bref, ça n'a que des avantages. Je sais pas pourquoi c'est pas activé par défaut. En général, les machines le supportent. Donc bref, le lissage, et je fais OK. Et là, vous voyez, le calcul se fait, vous voyez, au niveau de mes opérations. Et là, qu'est-ce que je vois? Eh bien, le temps est passé de 1h55 à 55 minutes. Donc, vous voyez, on a quand même un temps, je dirais, de dégrossissement qui est beaucoup plus rapide. Donc là, c'est quand même un point qui est important. Et des fois, vous avez des petits warnings. Voilà, donc là, il vous dit, attention, la zone de rétractation est peut-être pas assez haute là-dessus. À vous de voir si vous les surveillez ou pas. C'est donc ces paramètres que vous avez là. Donc n'hésitez pas à le remonter si vous le voulez, si vraiment vous avez peur. C'est-à-dire que là, hop, on peut très bien remettre à 10 et à 5. Moi, je sais que je vais rester à mon 3 et mon 5 par la suite. Voilà, et là, ça recalcule les opérations et le petit warning, justement, a disparu. Donc n'hésitez pas à les regarder là-dessus. Maintenant, action, simuler, comme tout à l'heure. Voilà, je simule l'opération. Bien sûr, plus votre fraise sera large, plus votre machine sera rapide, plus vous allez pouvoir descendre profondément avec donc cette matière, enfin je veux dire, cette fraise à chaque étape, et plus forcément cette opération de dégrossissement va aller vite. Et il y a un petit point pendant que la simulation se fait, il y a une règle que j'ai vue, en général la distance de profondeur correspond à peu près à la moitié du diamètre de la fraise. Donc ma fraise fait 3,175 mm, normalement je devrais être à 1,5 mm, 1,6 mm à peu près au niveau justement de la descente de profondeur. Là je suis à 2 mm, je sais que ça passe, il n'y a pas trop de problème dessus, parce que c'est du pain et ça fait, on va dire, relativement le taf. Mais attention à pas se dire, tiens, j'ai une machine de bourrin, je descends comme un bourrin. Enfin, pour commencer, le faites peut-être pas. Là, je sais que c'était une machine, je pourrais descendre à 2-3 mm, mais attention, il ne faut pas oublier une chose, vous avez le fait de creuser, mais il faut aussi que vous puissiez, la fraise évacue les déchets. Là, je n'ai qu'une seule flûte, j'ai pas 2, 3, 4 flûtes, donc bah, j'ai peut-être moins de surface pour évacuer comme ça les déchets. Donc attention à la vitesse, attention à cette vitesse de descente et donc de découpe par étape. Le truc que je voulais vous dire aussi, c'est que là, j'ai utilisé les petits boutons play. On peut jouer sur la vitesse ici pour la simulation. Vous avez cette petite réglette en dessous qui permet d'avancer et descendre directement au niveau des opérations. Donc je quitte la simulation et ma première étape, on va dire, a été faite. Voilà, donc déjà, voilà, une étape de fait. À ce niveau-là, on peut même lancer le processus, ce ne sera pas fini, mais au moins, ça devrait marcher. Maintenant, je voudrais justement faire une étape un peu de finition, de dire, bah ouais, Thomas, c'est bien gentil ton truc, mais c'est pas très joli. Et je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je vais rajouter une autre étape, un autre processus de type parallèle. Et ouais, d'ailleurs, vous marquez, dans la description, c'est marqué « Stratégie de finition souvent utilisée ». Les passes sont parallèles dans le plan XY en suivant la surface dans la direction Z. Donc ça va vraiment faire le chemin au fur et à mesure. Donc je prends ce chemin parallèle, et là, eh ben, le mode de fonctionnement est assez similaire. J'ai ici l'outil à sélectionner, et ben là, éventuellement, je vais aller prendre ma fraise à bout sphérique, excusez-moi, c'était, voilà, celle-là de 2 mm, donc tout simplement, ok. Je ne vais pas prendre de lubrifiant, ça ne sert à rien. Au niveau des vitesses, je vais rester à 8000. Au niveau donc, de la géométrie, bah, comme tout à l'heure, je vais choisir directement une sélection et je vais prendre
directement, comme tout à l'heure, exactement, le chemin extérieur. Bah oui, j'ai mon petit congé sur le côté ici, je voudrais qu'il me le prenne au moins un petit peu en compte, hop, petit peu congé, et ça va me faire le côté à l'intérieur. Donc voilà au niveau de ma sélection. Alors c'est pareil, si des fois, là c'est un modèle qui est très très simple, vous avez moyen aussi d'éviter des endroits, on peut très bien sélectionner des zones pour dire, va pas travailler à cet endroit-là. Donc n'hésitez pas à fouiller un tout petit peu dessus. Au niveau des hauteurs, bah, j'essaie comme tout à l'heure, éventuellement changer le dégagement si vous le voulez, donc moi je sais que je vais le baisser là-dessus. Et donc les passes, comme je le disais, qui est donc un point super important. Alors, au niveau des passes, vous avez ici donc différentes options. Vous avez notamment, je vous montrerai par la suite, les passes perpendiculaires. Vous avez une direction de référence. Par défaut, le chemin parallèle va se faire dans cette direction-là, c'est-à-dire la direction de la gauche vers la droite par rapport au modèle 3D. Mais on peut très bien changer la direction, dire qu'elle soit dans l'autre sens ou en diagonale, selon un élément que vous allez choisir. Donc là, je peux très bien cliquer sur un axe. Vous voyez ici, c'est l'axe X, ça sert dans ce sens-là, mais je peux très bien cliquer sur l'axe Y, et donc, voilà, Y, donc avoir quelque chose dans la profondeur. Ça peut être utile, par exemple, pour faire deux passes différentes, une passe avec une fraise donnée, et une passe avec une autre fraise, ou alors faire une belle finition plus sympathique. Donc je reste sur le côté X, je vais même d'ailleurs désactiver, et là, vous avez la zone de recouvrement. N'oubliez pas, tout à l'heure, on en a parlé, de la faire en manuel pour dégrossir les choses. Là, on sait que il y a de fortes chances pour que vous ayez effectivement du recouvrement par rapport aux fraises que vous allez utiliser. Et donc, c'est déjà automatique. Et vous allez devoir définir justement ce décalage ici de 0,2 mm. Vous voyez, le petit dessin vous le montre donc au niveau du recouvrement. Votre flûte fait 2 mm, 0,2, c'est tout petit. Mais si vous voulez une belle finition, il faut que ça soit quand même relativement proche. On va le laisser pour voir ce que ça donne derrière. Là-dessus, profondeur multiple, non. Pourquoi pas profondeur multiple? J'ai déjà dégrossi. Donc là, ma fraise va juste faire la finition. Alors, ça va forcément taper plus ou moins en fonction des étapes donc, que vous avez par rapport à l'opération précédente là-dessus, mais ça devrait relativement le faire, et je vais remettre le lissage comme tout à l'heure, parce que franchement, j'aime bien le lissage, et je fais OK. Le calcul va être fait, et là, vous voyez, on a tous ces chemins en bleu qui ont été donc directement calculés. Si je zoome vraiment en très gros plan, vous voyez, on a la simulation en vert de la surface et des différents chemins. Et là, vous voyez, on a 1h19 d'opérations qui ont été faites. Donc on a quelque chose de quand même beaucoup plus propre. Si je repasse comme tout à l'heure dans la simulation, alors la simulation, la préparation est un peu plus longue. Vous voyez la barre de progression qui apparaît en bas. Et oui, ces chemins parallèles prennent relativement du temps. Je fais play. Vous voyez, ça démarre. C'était mon parallèle qui était sélectionné. Ma simulation démarre de l'étape précédente. Et donc vous voyez, on va voir le chemin qui va se faire. Alors là, c'est une sorte de vitesse. Je peux le baisser un petit peu au niveau de la vitesse. Vous voyez, ça commence directement au niveau donc, du modèle. Voilà. À creuser. Au fur et à mesure, donc toutes ces étapes-là. Donc je vais accélérer un tout petit peu. Voilà. Et remarquez, ça me fait aussi l'arrondi extérieur que j'avais là. Vous voyez? Et ça dégrossit quand même, vous voyez, cette étape qui se trouve sur le dessus. Donc attention, si vous avez par exemple une fraise qui est vraiment toute petite au bout, qui est toute petite, il faut qu'elle soit forcément plus haute que les marges que vous avez de l'étape précédente. Et vous voyez que là maintenant, on commence à avoir une étape de finition qui est quand même beaucoup plus propre avec la fraise, donc à bout arrondi que j'ai. Donc on peut très bien accélérer la simulation. Hop, on arrive comme ça jusqu'au bout. Alors vous voyez, il a du mal à calculer. Hop, il va arriver, voilà. Et ma finition. Et vous allez me dire, bah ouais, mais Thomas, si je regarde ici le bout, c'est pas forcément ouf. On voit comme ça le côté d'écran. Bah oui, la fraise descend d'un côté, c'est pas forcément évident, surtout en fonction de la forme. Vous vous rappelez, au début, c'est pour ça que je vous parlais de faire un congé à l'intérieur et pas de taper tout droit pour commencer. C'était histoire de vous montrer que d'avoir un congé permettait d'arrondir et d'assouplir les choses. Alors après, il y a d'autres stratégies pour le faire, mais là, je voulais vraiment vous la garder relativement simple. Bref, ma simulation est assez ok, mais j'aimerais bien arrondir ce truc-là ici derrière. Alors vous pouvez très bien faire, on va se la faire simple, c'est plus long pour commencer, c'est pas moi ce que je ferai comme stratégie, mais je voudrais pas non plus trop vous perdre, c'est que je vais éditer mon outil, double-cliquer sur l'icône, c'est pareil, et vous vous rappelez dans les passes, je vous l'ai dit il y a quelques instants très rapidement, on a ici ajouté une passe perpendiculaire. Et je rajoute une passe perpendiculaire, alors vous vous rappelez le temps de 1h19, je fais OK, ça recalcule, maintenant je passe à 2h39, bah oui,
ça fait 2 fois plus de passes. Mais je vais avoir une finition qui va être beaucoup plus propre. Si je passe donc dans ma simulation, alors là, ça va prendre un peu de temps de précalcul. Si vous regardez bien, là je zoome, voilà, le chemin parallèle, enfin perpendiculaire, excusez-moi, dans l'autre sens, fait que ça va arrondir à cet endroit-là. Maintenant, on parle peut-être de pouillème. J'ai envie de vous dire un truc, peut-être qu'un petit coup de papier de verre avec un gros grain à 80 ou 120 à l'intérieur va suffire pour donner un côté beaucoup plus lisse en fonction du bois que vous utilisez que de vous retaper éventuellement 1h40 de plus de process. Voilà, donc ça c'est des choses comme ça à prendre en compte. Alors, je vais quitter la simulation, je réédite directement mon opération, je vais enlever la passe perpendiculaire, mais vous dire que sans rentrer dans les différents détails, vous avez ici au niveau des opérations 3D d'autres opérations. Par exemple, vous avez ici donc les contours, vous avez les spirales, radiales, variables, projections, raccordements, balayage. Donc, il peut très bien vous trouver des fois avec, comme vous voyez ici, les bitangents, si je ne me trompe pas, c'est celui-là, qui permet, vous voyez, de traiter l'outil le long des coins internes et des congés avec des faibles rayons pour supprimer la matière, donc c'est-à-dire travailler que sur ces surfaces-là, pour pas travailler sur tout le reste et donc gagner du temps. Parce que là, de faire un perpendiculaire, c'est très bien, mais j'ai envie de vous dire, pourquoi repasser sur la partie plate qui est déjà propre? Aucun intérêt. Donc vous voyez, on peut très bien comme ça cumuler les différents éléments. Je vous le montre pas parce que là, je vais vraiment vous perdre et c'est pas le but de cette formation-là, mais au moins, on peut avoir quelque chose de plus propre si vous le voulez, ou, comme je dis, des fois le faire à la main. Maintenant, la dernière étape qui me reste, c'est-à-dire de faire la découpe tout autour. Oui, parce qu'au niveau de ce stock-là, j'ai mes opérations ici qui ont été faites. Voilà, donc du bois et ici, donc, enfin du bois, excusez-moi, de dégrossissement et là de finition, mais il faut enlever le bois tout autour. Et donc pour ce faire, je vais faire un contour, une découpe tout autour de mon bloc. Je vais dans la section 2D cette fois-ci. Oui, c'est un truc qui est vraiment à plat, tout simplement. 2D, et je vais prendre le contour 2D. Voilà, le contour 2D, le fonctionnement est assez classique. On choisit comme tout à l'heure une fraise. Je vais aller prendre ma fraise, toujours la même, donc ma 3,75 25 mm de hauteur. Et oui, n'oubliez pas, je l'ai déjà dit et je vous le redis, prenez une fraise qui va être assez haute pour faire le contour de votre objet et pas taper au niveau du routeur. Donc voilà, elle est sélectionnée. Je prends toujours ma configuration, alors je serai plutôt à 8000 au niveau des tours, je ne vous le cache pas. Mais attention, ces valeurs-là sont importantes pour les déplacements au niveau de la broche, de déplacement et tout, pour le calcul du temps que ça va faire. Si ces valeurs sont aberrantes, ça va pas marcher forcément bien pour la simulation, l'estimation du temps. Bref, j'ai choisi donc ma broche, je n'ai pas de lubrifiant. Au niveau de la géométrie, c'est pareil, je vais sélectionner le contour que je veux faire. Donc ici, hop, directement le contour ici, et vous remarquez une petite flèche. Elle peut être importante, vous voyez, intérieur et extérieur. Alors des fois, j'ai un peu de mal à la prendre. Hop là, là-dessus, moi je n'ai pas de face. Et donc cette flèche permet juste de définir, et ma fraise, elle va se trouver où? À l'intérieur ou à l'extérieur? Moi je la veux donc à l'extérieur. Donc voilà, là j'ai défini comme ça mon chemin, ma sélection. À partir de là, il faut aussi rajouter, vous allez voir par la suite, des onglets. Bon, je vais voir ça par la suite. Là, les hauteurs, comme tout à l'heure, et les passes, là c'est pareil, c'est important. Vous n'allez pas dire votre fraise, hop, descend jusqu'en bas et bourrine tout. Non, il faut le faire étape par étape, sinon ça ne va pas le faire. Et donc, vous allez vous retrouver ici avec différentes options, notamment la profondeur multiple. Donc, profondeur de passe, donc maximum 1 mm. Alors, moi, je vous conseille de ne pas faire des grosses descentes brutales, parce qu'en fonction de votre fraise et de la distance, ça va peut-être arracher un peu moins proprement. C'est comme la partie extérieure, autant qu'elle soit le plus propre possible. Là, c'est vraiment des contours assez rapides. N'hésitez pas à juste rester sur une longueur, je dirais, une épaisseur relativement fine, 1 mm, 2 mm, mais 1 mm, franchement, c'est relativement bien. Voilà, et je vais encore activer le lissage, et je fais OK. Et là, vous voyez, on a ici tous les chemins extérieurs qui ont été faits. Et vous remarquez, le temps, je suis à 10 minutes. Donc 10 minutes, tant qu'à faire, autant essayer de garder ce temps-là. C'est pas non plus la mort pour avoir un contour plus propre et pas forcément trop marqué si vos étapes de profondeur sont trop importantes. Et là, je vais en vue de dessus. Et on peut remarquer un petit problème. Ça m'a levé mes contours jusqu'en bas. Donc attention à bien avoir une spoilboard, donc c'est-à-dire une surface entre votre matière et vraiment le lit de votre CNC pour pas l'abîmer. Ou alors, effectivement, vous allez taper en dessous. Mais bref, la découpe est faite. Le petit problème, c'est que si par exemple je soutiens mon bois avec
des espèces de petits étaux sur les côtés, des petites lames en métal et ça d'accroche, bah, quand je vais découper le modèle, le risque c'est que ça bouge et que ça se balade dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'ajouter, je reviens ici dans les contours 2D ici, je vous l'ai dit tout à l'heure très rapidement, ces petits onglets. Voilà, ces petites ces étapes, ces onglets sur le côté ici, qui vont rester à la fin entre l'objet 3D et le stock, on va dire, la matière première, le brut, voilà, je trouve le bon terme, au niveau de l'objet. Je fais OK. Le chemin est recalculé et vous voyez au niveau donc de la matière qui va être faite, voilà, on garde ces petits onglets comme ça en bois entre les deux. Et à la fin, avec une petite scie, vous allez pouvoir les couper pour avoir quelque chose de relativement propre. Ou alors l'autre solution, à vous de voir si vous préférez, c'est mettre du scotch double face entre votre modèle, hein, enfin votre bois et le plan de travail, ou alors moi ce que je préfère, du scotch de peinture de chaque côté et de la super glue entre les deux pour coller l'ensemble, comme ça on évite d'avoir des onglets. Mais dans certains cas, les onglets peuvent être quand même très pratiques, surtout si les formes sont toutes petites et la surface de colle pas forcément très très grande, ça peut être relativement utile. Donc moi dans le cas présent, et dans le cas de la vidéo, je vais laisser volontairement les onglets pour que vous puissiez voir effectivement le reste sur la fin. Et donc voilà, mon objet maintenant est prêt à être exporté et fraisé. Vous avez vu, c'est quand même beaucoup d'étapes, c'est un petit peu dense, il y a plein d'options qu'on n'a pas vues, je vous le cache pas, mais au moins vous avez fait 3 étapes donc successives pour préparer vos modèles. Moi ce que je vous conseille surtout c'est de bien noter quelle fraise vous utilisez pour telle ou telle étape. Là en fait pour la poche 1 et la dernière j'utilise le même outil. Par contre, pour parallèle, c'est un autre outil. Et regardez bien un truc. Vous voyez le petit T1 et T2 et T1. Bah ouais, Fusion 360 vous dit Tool 1, Tool 2. Donc vous avez le premier outil, c'est le même en fait que le dernier outil. Et ça, en fonction des machines que vous avez, ça va savoir quel outil il faut prendre pour vos différentes opérations, donc les mettre dans le bon ordre. Donc voilà, donc pensez à le noter pour vos différentes opérations. Et maintenant vient la dernière étape dans Fusion 360, c'est-à-dire exporter l'ensemble, c'est-à-dire exporter vos différentes étapes pour que votre CNC puisse la comprendre et donc lancer tout ce processus de fabrication. Alors, le point qui est super important, je suis dans la version de Fusion 360 pour les hobbyistes. Cette version a des restrictions, c'est-à-dire que je ne peux pas tout exporter ces programmes-là en étant qu'un seul fichier, et puis la machine se met en pause pour me laisser le temps de changer de fraise et continuer par la suite. C'est pas possible, voilà, c'est une contrainte, sinon il faut la version payante pour le faire. Si vous voulez vraiment vous lancer dedans, n'hésitez pas à prendre la version payante, bien sûr, mais là on est contraint. Ce qui veut dire qu'il faut exporter chaque processus les uns après les autres, et donc les lancer les uns après les autres au sein de votre CNC directement. Donc ça voilà, c'est un point qui est important à prendre en compte. Il va falloir donc exporter 3 fichiers et donc charger 3 fichiers au fur et à mesure dans la machine pour faire vos différentes opérations, en fait juste avant de changer de fraise, etc. Donc ça c'est vraiment un point à garder en tête. Pour exporter, c'est relativement simple, pour une fois, vous prenez votre processus, clic droit dessus et là vous avez post-traité. Bah ouais, il va falloir post-traiter cette opération-là de ce côté purement digital en G-code via ce post-processus qu'on a vu juste avant, ce GRBL là-dessus. Donc je clique sur post-traité. Vous avez cette belle fenêtre qui apparaît. Votre machine a été faite avant la 450 Pro en ce qui me concerne. Le post-processeur GRBL, quitte à vous de changer ici si vous le voulez. Le nom, là je vais dire par exemple, pour dire en gros c'est la partie brouillon. Éventuellement, vous pouvez très bien l'appeler apéro 1, comme ça c'est la première étape. Voilà, nom du fichier, je la sors directement dans le dossier de mon choix en cliquant dessus. Donc voilà, hop, unité de document, publié, extension NC, et effectivement c'est le format de l'extension, c'est du G-code, mais c'est du point NC, d'autres ça va être CNC, d'autres ça va être X ou Y, enfin voilà, peu importe. Unité du document, voilà, alors très important, vous avez dans le cas de cette machine des opérations ici, voilà, notamment sortir le numéro de l'outil que vous allez avoir. Ça peut être utile par rapport à cette machine. Là, c'est pas mon cas. Et surtout ici, vous avez le Set Retract and Home Positioning qui n'est pas en français. C'est le comportement qu'a la machine lorsqu'elle va faire son home. G20, enfin, va faire son point de départ. Donc, il y a le G28, c'est faire vraiment un home. Surtout, choisissez bien le clearance height, c'est-à-dire prendre en compte les valeurs, rappelez, d'espacement, de rétraction qu'on a définies dans chaque process. Donc, prenez bien cet élément-là. Moi, j'ai galéré à crever à cause de ce G28 que j'avais complètement ignoré. Donc, prenez bien cette opération-là, c'est vraiment super important. Et le reste, vous laissez tel quel. Et là, maintenant, je lance le post-processeur. Et là, voilà, le code a été publié, donc prêt maintenant à être passé dans la machine. Je vais faire pareil pour les autres, c'est exactement la même chose. Donc, post-traité,
voilà, le même fichier. Donc je vais me donner le nom que je voulais derrière, dans le dossier. Donc apéro 2 parallèle. Comme ça, je sais que c'est vous savez, les étapes parallèles donc, au niveau donc, de mon process. Pareil, clearance height, il est bon, aucun problème dessus. Post-processeur. Et maintenant, le dernier, le contour, même process, post-traité. Toujours le self-retract comme il faut, post-processeur. Et maintenant, je suis bon, je n'ai plus qu'à enregistrer mon document et passer directement dans l'étape sur la CNC. Et je suis maintenant devant la machine avec un rouleau de scotch, j'en parlais avant, avec de la colle Super Glue 3, du scotch de peinture. Donc le but est de scotcher le dessous de mon bloc de pain, tout simplement. Voilà, donc j'ai cette partie qui est protégée. Maintenant, je vais en mettre sur le dessous de ma CNC. Vous voyez, j'ai mis une spoilboard, en fait, en gros, un bout de MDF que j'ai fixé de chaque côté, histoire que ça ne bouge pas, bien évidemment. Mon scotch, maintenant, je mets de la Super Glue 3 d'un côté, donc au niveau de mon bois. Mettez-en suffisamment pour que ça tienne, mais ne beurrez pas non plus pour autant. Et là, vous n'avez plus qu'à poser. Alors attention d'être le plus parallèle possible par rapport à la base de votre CNC, ça colle assez rapidement. Alors maintenant pour la connexion, je vous montre donc l'exemple, le premier, passer par le câble USB qu'on connecte directement à l'ordinateur, et là il faut passer par un logiciel de contrôle, donc moi dans mon cas ici présent Open Builds, où je me connecte au port USB, je suis sur Mac, ça marche aussi sur PC, sur Linux, je me connecte, et vous voyez qu'il y a toute une espèce de bazar qui apparaît en dessous, en gros ça récupère la configuration de la machine et tout, et là on est connecté, donc j'appuie sur les petits boutons pour déplacer la machine, vous voyez, je peux déplacer à droite, je peux déplacer à gauche, bref, je peux contrôler ma machine à distance avec ces différents contrôles. Donc là, voilà, ça c'est une solution comme ça qui peut marcher, qui est assez efficace. Après, il n'y a plus qu'à charger le G-code exporté par Fusion 360. Donc là, par exemple, la première étape, l'étape voilà, pour dégrossir, et vous voyez que le chemin apparaît directement dans le logiciel, c'est en 3D, et comme ça, on peut voir par avance, en fait, finalement, qu'est-ce qui va se passer. Et vous voyez, il y a un petit bouton de simulation en dessous, on peut d'ailleurs accélérer la vitesse, qui permet de voir en fait qu'est-ce qui va se passer, donc voilà, comme une simulation. Alors je précise, là j'utilise Open Builds, il y a différents logiciels, il y a Candles, il y a UGS, etc. Voilà, ça c'en est un parmi tant d'autres que je vous propose là-dessus. Maintenant, l'autre solution que moi j'utilisais, c'est donc de tout copier sur la carte micro SD, et d'avoir la machine directement autonome. Je n'ai plus qu'à mettre ma première fraise, mon premier outil, vous vous rappelez T1, je parlais donc il n'y a pas si longtemps que ça. Là, je fais directement un home de la machine. L'avantage de ma machine, c'est que justement, il y a des end stop, voilà, des petits switches et des petits interrupteurs pour définir le fin de pas de course. Voilà, je vais y arriver. Et donc, une fois que la machine est à 0, je vais moi-même la positionner au centre de mon bloc de pain. Vous vous rappelez la petite croix que je vous parlais avant, etc. Le but, ça soit le centre. Alors attention, là, je l'ai placé horizontalement. Et vous voyez, les coordonnées X et Y sont bien à 0, 0. J'ai calibré l'horizontale. Pour calibrer la verticale, j'ai deux façons. Le premier, d'utiliser effectivement cette petite sonde là-dessus. En fait, le point de contact va définir la hauteur. Et vous voyez, Z, j'ai 24 mm. En fait, c'est la hauteur de la sonde. Donc là, je me suis bien calibré. L'autre solution, quand vous n'avez pas de sonde, c'est de prendre une feuille de papier. Vous descendez à la main parce que ça gratte. Vous mettez à 0 et ça va marcher. Maintenant, je lance mon routeur directement et je vais charger mon premier fichier, l'apéro roughing, tel que vous l'avez vu. Je lance comme ça le process avec la machine et le routeur lancé, maintenant, va commencer le chemin et va suivre, entre guillemets, exactement ce qu'a défini Fusion 360. Donc là, j'ai la plonge qui descend directement dans le bois et maintenant qui va faire le chemin pour dégrossir. Bien évidemment, tout ça est accéléré, parce que ça a quand même pris effectivement environ une bonne heure pour tout comme ça dégrossir. La première étape maintenant est terminée et vous voyez, on a comme ça le résultat que l'on obtient. Il faut passer à la deuxième étape. Donc pour ce faire, je change ma fraise pour mettre la deuxième, vous savez, la forme là en boule, en arrondi sur le dessus, mais il faut recalibrer l'ensemble. Alors, d'un point de vue horizontal, on ne touche pas à la machine, le 0 est déjà défini. Par contre, vous voyez, la hauteur entre la fraise et
et le centre n'existe plus, le centre au niveau de mon bois. Donc l'autre solution, je me place directement sur un côté, d'où l'intérêt d'avoir de l'extra finalement au niveau de votre morceau de bois, où je place ma sonde sur le côté pour définir effectivement le 0 avec cette nouvelle fraise. Oui, cette fraise fait pas la même hauteur que l'ancienne, donc le 0 n'est plus le bon du tout. Donc voilà, faire ça comme ça, ou alors il faut se débrouiller, le papier et tout ce qui va à côté. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai bien ici, comme tout à l'heure, le 0,0 et les 24 mm de hauteur. Je relance mon routeur, je vais recharger comme tout à l'heure mon deuxième fichier, voilà, et c'est le même process. Cette fois-ci, on est sur donc ces chemins parallèles, et vous voyez, on a bien la fraise qui monte, qui fait le petit contour et qui redescend, qui va suivre les congés que j'ai définis au préalable. Donc vous voyez vraiment ces allers-retours, ça prend un petit peu de temps, mais c'est relativement propre. Et vous vous rappelez, je vous parlais justement du côté où c'était pas terrible point de vue qualité, vous le voyez ici, c'est en train de racler, c'est un peu moins précis, mais franchement, je vous cache pas que ça fait directement le résultat. Et voilà, la deuxième étape est maintenant terminé, et le process est exactement le même. J'enlève ma fraise précédente, je remets la première, je vais recalibrer l'axe en Z, vu que le XY, lui, ne bouge pas du tout, donc toujours avec ma petite sonde, je la remets toujours à 0 au point de départ, ça c'est un petit réflexe, je relance le routeur, je vais recharger mon troisième fichier, donc le contour cette fois-ci, et je relance. Là, vous voyez, le contour se fait directement comme tout à l'heure. Remarquez bien, ça va plonger de plus en plus. Vous voyez le problème des copeaux là qui s'évacuent pas vraiment. Donc voilà, des dites problématiques quand même à prendre en compte. Et là, regardez bien, pourquoi je vous parlais de la hauteur de la fraise. À chaque contour, vous voyez, là, toute la partie qui descend, si ma fraise était trop courte, je pourrais pas aller comme ça jusqu'en bas. Donc vraiment, c'est très important d'anticiper ce passage du monde virtuel au monde réel. Vous voyez les petits montées et descendent, là c'est les petites tables, les petits onglets qui ont été rajoutés. Et maintenant, le process est terminé et ma découpe est entièrement faite. Mes 3 processus consécutifs ont été faits. Il n'y a plus qu'à enlever l'ensemble. Vous voyez, ça marche bien quand même finalement le scotch comme ça de chaque côté. Ça évite quand même de trop bouger. Et voilà donc le résultat. Alors, je suis pas là assez profond, my spoilboard n'avait pas été abîmé. Le résultat, c'est que c'était pas vraiment plat à 100%. Je dois découper à la main, un petit bout de scie, etc. Et vous avez votre résultat comme ça qui apparaît. Franchement, c'est relativement sympa. Maintenant, vous mettez un petit bout de vernis par-dessus, comme ça, pour que ça soit relativement sympa. Alors attention, si c'est pour l'alimentaire, mettez quand même des surfaces qui sont compatibles. Et au final, voilà, vous avez un joli projet fait avec votre CNC et Fusion 360. Et voilà, c'est la fin de ce tuto sur cette prise en main du monde de la CNC avec Fusion 360. J'espère que vous allez avoir appris beaucoup de choses, que ça va vous mettre le pied à l'étrier ou débloquer dans certaines problématiques. Alors par contre, j'ai bien conscience que voilà, ça fait 1h20. D'un côté, c'est beaucoup, c'est long, c'est dense, mais tout voir en 1h20, c'est quand même relativement court. Donc gardez ça en tête que je peux pas forcément tout couvrir, j'aurai peut-être quelques petits oublis ici et là, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de la vidéo ou sur les réseaux sociaux à droite à gauche, le mieux étant quand même de rejoindre des groupes Facebook autour notamment de la CNC ou des serveurs Discord, comme celui de Polyworkshop. Je vais ouvrir une section notamment autour du monde de la CNC et aussi du laser, enfin bref, pas mal de choses vont changer sur le serveur Discord, fin de la parenthèse. Donc voilà, donc ne restez pas bloqués, posez des questions, surtout le plus important, c'est pas d'être créatif, enfin si quand même, c'est de prendre entre guillemets du plaisir, découvrir des choses. Et puis si vous avez un petit blocage, genre je vous parle d'une fraise dans le tuto et vous n'avez pas la même, c'est pas très grave, votre objet sera un peu différent, peut-être la qualité sera moins la bonne, mais ne vous arrêtez pas ou changez un peu le projet pour que ça corresponde à ce que vous avez comme matos. Mais voilà, essayez de faire des choses simples pour commencer, un truc bête, faites juste un trou tout simplement dans du bois, et puis faites par la suite, je sais pas, un petit arrondi dessus. Mais faites vraiment des choses très 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 basiques pour vous rassurer et, entre guillemets, avoir passer cette première marche qui peut faire relativement peur. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment à faire ces étapes-là. Maintenant, si j'ai dit des bêtises, j'ai fait des erreurs dans le tuto, ce qui est fort probable, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire de la vidéo pour corriger pour les versions suivantes, et puis que j'apprenne mieux les choses, bien évidemment. J'espère que je ferai donc d'autres tutos autour de ce monde-là, parce que j'ai encore plein à apprendre. Et vu le
peu d'informations que je trouve ici et là, notamment en français, je vais sûrement en faire quand même pas mal. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire part de vos commentaires, rejoignez les communautés, et surtout si vous faites des créations en suivant ce tuto, si ça vous a appris des choses, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux, que ce soit en stories, en reels, ou en vidéo sur TikTok, ou au post Facebook, voilà, le @polyworkshop, hein, c'est relativement simple, bref. Taguez-moi, ça me ferait plaisir de me dire que ce tuto vous a aidé, et je le dis rarement, mais vous avez les super thanks, les merci en dessous de la vidéo, c'est une vidéo qui est gratuite, si ça vous a aidé, vous apportez des choses, un petit remerciement, entre guillemets, voilà, ça ferait plaisir, mais c'est tout à fait optionnel, je fais pas ça, entre guillemets, pour l'argent. Et puis, voilà, suivez-moi sur les réseaux sociaux, je l'ai déjà dit tout à l'heure, TikTok, Instagram, Facebook, etc. Thread, le serveur Discord de Polyworkshop, et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos autour de la chaîne et du monde créatif. Allez, des gros bisous, bye bye.